Où va le monde? Comment va le monde? La République démocratique du Congo, l'Afrique et aussi le monde avec Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. La République démocratique du Congo, ces derniers temps, est vraiment inondée par beaucoup d'actualités. D'abord, la première actualité, c'est celle liée à la sécurité. L'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a l'entrée des troupes ougandaises sous les sols congolais, sous prétexte qu'elles sont venues attaquer les ADF. Jean-Marie Kassamba, n'est-ce pas là un signe de faiblesse de nos forces armées, sachant qu'elles occupent la 9e place, contrairement au classement ougandais. L'Ouganda, c'est dans des 23e places en Afrique. Bon, d'abord, il faut jeter les préceptes de base de toute la communauté internationale en matière de défense. Aucun pays n'est superpuissance. Même les États-Unis, lorsqu'il y a la guerre, les États-Unis font toujours appel à d'autres pays, coalisent avec d'autres pays pour aller en guerre, même contre un seul pays. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre, surtout la guerre contre l'Irak. Les États-Unis se sont alliés aux Européens, aux Chinois, même aux Africains, pour aller en guerre contre un seul pays, Saddam Hussein, avec l'Irak. Dans d'autres situations également. La Libye, par exemple, quand Sarkozy voulait attaquer la Libye, il a amené Obama, il a amené les Italiens, l'OTAN, pour aller attaquer un seul pays. Et donc, coaliser avec d'autres pays pour lutter contre le terrorisme, ça, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est d'actualité maintenant. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver que le G5 Sahel, pourquoi on dit G5, ce sont 5 pays du Sahel qui s'attaquent à ce qu'on appelle les terroristes qui sont venus de la Libye ou du Mali, de la sous-région, etc. En Afrique centrale, ça devrait être la même chose dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, en ce qui concerne notre pays, nous avons des partenaires, pour ne pas dire des voisins, qui ne sont pas des partenaires fiables. Sincères. Non seulement sincères, mais aussi ils sont dans une duplicité constante. Le Rwanda, par exemple, c'est depuis l'époque du maréchal Mobutu. Le Rwanda n'a jamais joué franc jeu avec nous. Il y a eu des Rwandais qui sont venus chez nous lorsqu'il y a eu les premiers génocides là-bas. On les a accueillis ici. Beaucoup se sont mariés avec les Congolais. Moi, chez moi, au Kasaï, il y a des Rwandais qui sont là, qui ont grandi là. Dans le Bas-Congo, vous allez trouver des Rwandais qui ont même participé à la construction des chemins de fer. Vous allez au Katanga, beaucoup de Rwandais étaient là-bas. Mais lorsqu'il fut ce qu'on appelle le retour des Tutsis au pouvoir en 1994, les Congolais se sont rendus compte qu'il y avait des Rwandais qui cotisaient, des Rwandais qui s'organisaient pendant qu'ils étaient chez nous pour rentrer chez eux. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, au lieu d'être reconnaissants avec la RDC, ils ont joué jeu double. Les Américains les ont cherchés pour faire tomber Mobutu. Ils sont venus chez nous, non seulement pour accompagner Mouzé, mais avec des velléités, des territoires, des prédations, etc. Ça ne les a jamais quittés. Et les Ougandais se sont mis dans la danse, accessoirement les Burundais, etc. Et donc, si vous avez des voisins comme ça, lorsqu'il y a des opérations, notamment de sécurité, il faut être, on ne peut plus, vigilant, avec un œil toujours ouvert. Oui, alors l'entrée, ça suscite beaucoup plus des tergiversations. Regardez, le président Yoweri Museveni Kaguta aurait dit qu'ils sont sur les sols congolais jusqu'à ce que l'insécurité prendra fin. Et jusque quand? On ne sait pas. Parce que c'est une ça phrase. Prend du temps. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Ouais. Donc ils sont là. Les ADF. Si c'est 20 ans, sinon qu'il y aura. J'ai dit les ADF sont chez nous depuis l'époque de Mobutu. Okay. Les ADF sont chez nous parce que Museveni lui-même était chez nous. Il était contre le président en place là-bas. Mobutu l'a aidé à aller chercher le président qui était en place là-bas. Une fois qu'il a été là-bas, tous les combattants qui étaient ici, qui ont commencé à combattre Museveni, ils sont toujours ici. Et d'ailleurs, les Ougandais les ont toujours utilisés pour non seulement les laisser chez nous, mais jouer avec cette insécurité à l'Est pour bien exploiter. Les Ougandais, c'est ceux qui étaient avec Jean-Pierre Bemba, rappelez-vous. Les Ougandais, ce sont ceux qui, notamment Lac-Édouard ou à Kisangani,
ou dans toute cette région de Béni, derrière toutes les exactions le plus abominables possible. Et donc, ils ont même été condamnés par la communauté internationale à nous reverser beaucoup de milliards. Et ces milliards-là, curieusement, c'est notre gouvernement qui a demandé à ce que ça soit reporté. Alors que oui, mais ça fait partie la Cour internationale des justices. Ça fait partie des pressions que notre président a sur le plan international. Félix Tshisekedi est sous pression internationale, sous chantage international. Il ne peut pas le dire parce que c'est un homme d'État, parce qu'il a la tête de notre nation, mais les groupes de pression, les multinationales, ceux qui tirent profit des richesses de notre pays. Rappelez-vous, c'est que Sarkozy avait dit à son temps, il faut partager les richesses de ce pays, mais également il faut mettre dans la disposition des Rwandais des territoires pour déverser les trop-pleins, ou ne pas dire beaucoup de leurs compatriotes qui ne peuvent pas avoir des places là-bas. D'où l'empressement à coopérer avec la RDC. Rwandair commence à desservir chez nous, nous on ne dessert pas non plus. Vous avez vu qu'ils ont un petit aéroport là-bas chez eux, bien équipé, ça c'est sûr, mais qui ne peut pas accueillir des gros porteurs, qui ne peut pas accueillir un trafic international, etc. Ils ont tout fait pour qu'on ait un partenariat avec Goma, parce que Goma, Joseph Kabila a modernisé cet aéroport, Goma est devenu une plateforme importante. Officiellement, oui, c'est pour faire décoller des grands appareils à partir d'ici, pour desservir le monde, etc. Et notre aéroport est vraiment convoité aussi par le Rwanda? Bien évidemment, parce que comment voulez-vous avoir des gros porteurs, des gros avions qui pouvaient faire Dubaï, comme Éthiopienne, elle le faisait déjà, hein, à l'époque du Joseph Kabila, c'est-à-dire qu'on avait un partenariat, que l'aéroport de Goma devienne international, l'aéroport de Kisangani international, l'aéroport de Lubumbashi, la Lono international, et Kinshasa aussi. Et ça permet de faire partir, on va dire, des appareils, comme nous avons un pays continent. Et les Rwandais se sont cachés derrière cette affaire pour avoir l'accès à cet aéroport, pour pouvoir faire décoller les appareils au niveau international. Du point de vue commercial, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça nous permet d'avoir des trafics, etc. Mais du point de vue stratégique, ce n'est pas bon. Parce que les groupes de pression, ceux qui veulent que la RDC soit partitionnée, aimeraient que Goma soit la capitale de cette grande république de Balkans. Ou plutôt de volcans. De volcans, c'est le terme. Le volcan. Et donc, nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons. Vous allez dans les massifs là-bas, vous allez trouver beaucoup de fermes qui sont gérées par les rwandophones. Vous allez dans la région de Béni, de Butembo, là où Kofi Olomide est parti chanter, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de rwandophones, enfin, des gens qui viennent du Rwanda, mais également ceux qui viennent de l'Ouganda, etc. Nos populations locales subissent beaucoup d'humiliations. Et c'est que moi, je salue les Congolais de cette province. Ils ont la fierté d'appartenir à notre nation. Ils s'opposent, malgré qu'on les tue, qu'on les humilie, ils s'opposent à être l'appendice et de l'Ouganda et du Rwanda. Il y a maintenant un problème. Et donc, cette entrée, du point de vue stratégique, ce n'est pas bon. Du point de vue de l'opinion, le message ne passe pas très bien. Mais on pouvait faire des opérations, on va dire, conjointes avec l'état-major, on va dire, centralisé, à la tête au main commandant congolais, et on le montre, on dit voilà, ces opérations, on a fait venir les Kenyans, on a fait venir d'autres pays, notamment du SADC et de la sous-région, pour nous aider, nous renforcer à faire des opérations. Et ne pas dire, on fait venir des troupes avec leurs commandements, leurs équipements, et qui sont cantonnés quelque part et qui font ce qui... voilà, on dit oui, on a fait des trucs... La MONUSCO est bien chez nous, n'est-ce pas? Effectivement. Mais la MONUSCO ne choque pas. Pourquoi? Parce que, même si la MONUSCO ne fait rien, mais la MONUSCO ne brille pas par une certaine arrogance dans la manière de faire des choses en humiliant les Congolais. Donc là où les bas blessent, c'est au niveau de la communication. Il faut que la communication autour de cette opération montre que la RDC a le leadership du commandement dans cette affaire. Donc, malgré les pressions que notre président, enfin notre gouvernement a, etc., il faut que nous gardons les témoins dans cette opération et qu'on dise que c'est une mission inscrite dans la durée courte, et que aussitôt que nous aurons une petite évaluation des diminutions d'influence de ces ADF,
eh bien, les Ougandais ont vocation à rentrer chez eux. Alors, mais il y a... Quand Museveni dit on restera là-bas aussi longtemps qu'il y a la menace, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils peuvent créer la menace. Regardez ce qu'ils ont fait. Il y a eu des attentats à Kampala là-bas. 2 ou 3 attentats. Et après, juste après, on dit voilà, ils sont... Qui nous dit, j'ai réfléchi un peu d'une manière cynique, qui nous dit que ces attentats provoqués là-bas à Kampala, ce n'était pas téléphoné pour donner le prétexte de poursuite ces gens chez nous. Et aussi, mais ça ne craint pas, Jean-Marie Kassamba, parce qu'on a vu des coalitions au niveau du Mali, au niveau de la Libye, au niveau de l'Afghanistan, ça n'a rien apporté. Est-ce qu'avec l'arrivée des troupes ougandaises, ça pourra apporter quelque chose de plus? Sincèrement, ça ne va rien apporter. Moi, je peux vous le dire. Hein. Si vous regardez la France, les États-Unis et beaucoup de pays d'Europe qui se sont alliés à cette opération Barkhane au Mali, avec l'appui américain en matière de satellites et d'information, avec des hélicoptères sophistiqués de la France, pour en finir avec ces djihadistes dans une zone désertique. Au Mali, il n'y a pas de forêt. C'est les déserts, ce sont les cailloux là-bas. Hein? Ils ne sont pas arrivés. La France même a fui. En Afghanistan, on peut dire qu'il y a des montagnes, etc. Mais au Mali, la France n'a rien fait. Les Maliens étaient obligés de se tourner vers la Russie. Et la France est partie. Idem pour le Burkina Faso. Il y a eu quelques manifestations contre Kaboré, le président actuel, parce que c'est de mal en pis au Burkina Faso. Le président Idriss Déby est mort dans le désert. Au front. Parce que lui, comme il était un militaire, il voulait à tout prix en finir de lui-même, aller au front. Parce qu'il est arrivé au pouvoir en combattant, il est mort en combattant. Mais la menace n'est pas terminée. Que dire de chez nous, où il y a, dans cette région de Béni, jusqu'au Nord Kivu d'ailleurs, beaucoup de forêts, beaucoup parfois de montagnes, beaucoup d'obstacles, on n'a pas de routes fiables, etc. Et que puis ces gens-là, ils ne sont pas identifiables. Donc il n'y a pas de front. Une guerre asymétrique. Vous n'allez pas dire que, voilà, l'ADF c'est celui-là et celui-ci c'est la population. D'autant plus que notre armée a dit qu'une bonne partie de ces gens-là, pour ne pas dire 70%, ce sont les Congolais. Et donc, vous allez tirer sur votre propre population. Vous allez faire des opérations contre les gens qui sont quasi invisibles. Ils peuvent dire, bon, comme on a commencé les opérations, Tobatama, Babatamit. Vous venez, vous dites, voilà, ils ont quelques bastions dans quelques forêts là-bas, vous mettez des bombes, de toute façon, eux-mêmes, ils trouvent en dessous, là, ils font des galeries, ils se cachent en dessous. Ils attendent, vous tirez, vous tuez quelques-uns. Ceux qui sont bien planqués, ils se planquent. Ils attendent. Vous finissez les munitions. En petits groupes, ils sortent. Ils vont aller dans les villages. Ils exécutent quelques pauvres populations qui ne peuvent pas se défendre. Ils repartent en forêt. Et ils révélotent, comme maintenant ils ont la méthodologie de filmer ces exactions, pour terroriser encore la population, ils vont vous dire, voilà, malgré Bobon, malgré les Ougandais, il y a encore des tueries là-bas. Et donc, ça sera une situation qui va s'empirer. C'est comme l'état de siège aujourd'hui. Quand vous voyez les députés ou les élus de là-bas qui disent, voilà, il y a encore des morts, 1000 morts, etc., ça ne s'améliore pas, parce que même Codeco et les autres, ce groupe armé, c'est aussi un signe. Ils procèdent de la manière. Il aurait fallu, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis tout simplement qu'il aurait fallu faire la triptyque que faisait autrefois Joseph Kabila. La diplomatie, la politique locale, c'est-à-dire parler avec les populations, les leaders d'opinion, comme les Moussa Nyamouchi, qui ont encore un rôle très important à jouer, les députés qui sont ici, les parlementaires qui sont ici, il y a beaucoup de gens qui ont un rôle très important à jouer. Et surtout la diplomatie avec nos amis ougandais, rwandais et burundais. Et les multinationales qui bénéficient de tout cela. Et la MONUSCO qui connaît toute la vérité sur tout cela, la diplomatie. On ne sent pas la diplomatie en cette matière. On ne sent pas les envoyés spéciaux, notamment de notre président, les ambassadeurs itinérants qui doivent aller au niveau des Nations Unies, publier des histoires pour essayer de prendre le monde à témoin. On fait seulement jouer
on va dire au niveau local, quelques opérations militaires. En réalité, les crises, ce n'est pas les armes qui ont terminé avec les crises. Maintenant, Il y a la triptyque qui joue un rôle très important. Il y a un problème maintenant de la forme sur le plan juridique. On a vu, on a suivi sur le média, que le président aurait donné. Il a donné son feu vert. Mais selon la loi, c'est qu'il faut que les bureaux du Parlement soient informés. Ça n'a pas été le cas. On a eu à poser, on a reçu certains députés ici, ils ont dit qu'ils n'ont pas été informés. C'est seulement un des présidents d'une des commissions défense et sécurité qui a dit que ça fait partie des recommandations de leurs travaux au niveau des commissions. Mais au niveau des formes, ça biaise. Écoutez, je vous ai dit que notre président subit des pressions. Je vous ai dit également que même l'état des sièges ouvre le boulevard à beaucoup de décisions qui peuvent être parfois même hasardeuses. Pourquoi? Parce que, certes, en situation de crise, d'état de siège, ça donne au président beaucoup de pouvoir. De pouvoir de décréter l'état de guerre, de décréter, de prendre des mesures exceptionnelles, etc. Oui, c'est ça l'état des sièges. Mais l'état des sièges est souvent prorogé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des décisions importantes, déclaration de guerre par exemple, des choses comme ça, qui doivent être quand même débattues au niveau de la représentation nationale. Pour minimiser les dégâts, pour minimiser la responsabilité. Parce que si les choses s'empirent davantage, c'est le président qui est exposé. Alors que le gouvernement devait y jouer un rôle très important, alors que les élus devraient aussi jouer un rôle très important, alors que les leaders d'opinion, la société civile devaient être impliqués dans ce genre de situation. Donc vous voyez que même les députés, c'est des voies, c'est des douanes. Oh non, on n'a pas été consulté. Si vous écoutez la société civile, ah non, vous savez, il n'y a pas autant de bilans positifs que ça. Alors, moi je pense que les conseillers du chef devraient travailler, et on en parlera tout à l'heure sur Congo Hold Up, sur ce genre de choses pour lui éviter parfois des conséquences plus tard qui risquent d'être beaucoup plus dangereuses. Parce que, en définitive, pourquoi le président il prend ce type de décision? Parce qu'il pense que ça peut produire des résultats rapides, escomptés. Et qu'il va capitaliser de cela parce qu'il dit l'objectif c'est la paix. Or, les autres, nos voisins, etc., ils ont d'autres agendas. D'autres agendas, c'est quoi? On veut l'officialisation de notre présence là-bas. On veut ce qu'on appelle parapluie juridique pour que, au niveau notamment international, s'il y a des exactions, ils disent non, nous sommes invités. On a été invités pour venir donner un coup de pouce. Bon, il y a eu des dégâts collatéraux, mais ce n'est pas nous, c'était sous couvert de l'armée nationale, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire avec beaucoup de dextérité, beaucoup d'analyse, beaucoup de finesse, de sorte que, même si on a peu de résultats, que ces résultats soient renforcés par une bonne diplomatie, une bonne communication. Je vous donne un exemple plus simple. Avec les laves qui ont ravagé beaucoup de nos villages, là-bas notamment, des maisons au niveau de la ville de Goma. Le gouvernement n'a pas fait grand-chose, on va dire d'une manière beaucoup plus exponentielle, pour soulager. Il y a encore, au moment où je vous parle, nos compatriotes qui dorment dehors, qui n'ont pas à manger, etc. Mais le gouvernement a fait un peu vers Moutinga, quelque chose. Maman Olive va donner un peu de maison. Maman Nyakero était parti là-bas. Le jeune homme ici, comment il s'appelle? Le chanteur. Innocent. Mais comme tout ceci n'a pas bénéficié d'une synergie, on sent, on pense que ça n'a pas été efficace. Nous souffrons à l'Est, notamment, d'un problème de duplicité. Quand les Rwandais proposent, je vais vous faire un petit village moderne, etc., ça c'est un pied de nez à notre efficacité, à notre capacité de s'occuper de nos propres affaires. On devrait d'une manière tranche, directe, dire non seulement on n'est pas preneur et que la RDC va s'assumer. On a envoyé un envoyé spécial du président pour aller un peu gérer tout ceci. On a voulu transformer, ça devenait comment maman Nyakerova, etc. Bon, ça c'est un peu, je dirais, une tactique communicationnelle pour essayer de rattraper la situation, mais on devrait être beaucoup plus direct. Pourquoi Kagame, lorsqu'on lui oppose
le mapping, d'un revers de la main, il efface. Son ambassadeur ici efface. Lorsqu'on lui dit, oui, monsieur, vous êtes présent, votre armée est présente, tout le monde sait qu'il y a des Rwandais qui sont à l'est là-bas. Ils disent, non, 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 on n'est pas là-bas. Et puis ça passe. Et pourquoi, quand il s'agit de nous, on prend des gants, on prend des tournures. On est éléphant au pied d'argile. Et il faut absolument qu'on puisse... Il y a aussi, outre cette histoire sécuritaire, c'est au niveau des lois électorales qui fera aussi certainement. Alors, ne peut être candidat président de la République, celui-là qui a déjà exercé, qui a déjà été sénateur ou député national, celui-là qui est né de père et de mère, encore Moïse Katumbi Chapwe, qui serait visé. Mauvaise décision. Mauvaise initiative. Mauvaise initiative. Oui. Et c'est le même Pouloulou qui est... Non, mais c'est mauvais, pourquoi? Parce que, excusez-moi du peu, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que le métissage en République démocratique du Congo est exponentiel. Et je précise, ce qu'on appelle les demi-Dakar. Il y en a beaucoup. En RDC? Oui, oui, oui. Ah bon? Les Belges qui ont fait des enfants, notamment à l'Équateur, province orientale, dans le Maniema là-bas, ces enfants-là ne sont pas des Congolais. Je peux vous en citer, qui ont été des gouverneurs, qui ont été des ministres, qui ont été même jusqu'à l'Assemblée nationale, ou plutôt au Sénat. Qu'est-ce que Kengo Wadondo, il a été l'un des meilleurs premiers ministres de cette République, l'un des meilleurs procureurs généraux de la République, l'un des meilleurs jusqu'à aujourd'hui. Il a même publié un livre sur sa passion pour la nation congolaise. Vous prenez des gouverneurs, pour ne pas citer celui qui était aux provinces orientales, les Jean Bamanissa, ils ne sont pas congolais. Jean-Marie Elès, ils ne sont pas congolais. Il y a même des métis de deuxième génération, qu'on ne citera pas. Paix à son âme, celui qui est parti il n'y a pas longtemps au Katanga, qui est passé par l'Angola. Tout le monde comprendra de qui je parle. Okay. Non, il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas des pères et des mères. Si vous analysez dans la généalogie de chaque leader politique, vous allez... D'ailleurs, on a un complexe, nous, Congolais. Toujours la peau claire, là. Hein? Les métis et tout ça. Si vous allez dans beaucoup de mariages chez les hommes politiques, ils se précipitent à épouser des femmes métisses. Et vous pensez que ces femmes métisses, les enfants là, que vous allez mettre au monde, ils ne pourront pas postuler, devenir des responsables? Excusez-moi du terme, c'est de la foutaise. Les Congolais, quand ils voyagent, ils ont la propension à aller épouser les blanches, les femmes étrangères dans ce pays-là, d'abord pour avoir les papiers, ensuite pour montrer qu'ils sont intégrés là-bas. Bon, quand ces enfants-là qui sont nés de ces couples, de ces mariages-là, ils ne peuvent pas prétendre diriger le pays de leur papa, de leur maman. C'est du n'importe quoi. Et donc, le monsieur Pouloulou, que j'aime bien, je lui ai d'ailleurs dit de venir sur mon plateau pour qu'il réponde à des questions. Il complique la situation au président Tshisekedi, inutilement. Je vous avais dit ici que Moïse Katumbi... Il n'y aurait pas peut-être les conseils du président qui seraient derrière lui pour le pousser. Mais d'abord, parmi les conseils du président, combien n'ont pas la nationalité étrangère? Combien? La grande majorité, ceux qui viennent de Bruxelles, du Canada, d'Afrique du Sud, ils ont tous la nationalité étrangère. Tous. La plupart qui venaient ici, ils arrivaient à l'aéroport ici de Ndili présenter la carte d'électeur, le passeport. Mais ils ont, jusqu'aujourd'hui, leurs familles qui sont restées là-bas. Ils ne vivent pas comme des étrangers, ils vivent comme des autochtones de ces pays-là. Donc on ne peut pas mettre ça dans la loi électorale. Et Moïse Katumbi, à juste titre, a des droits de dénoncer cela sur le plan international. Vous savez que l'ivoirité a tué la Côte d'Ivoire avec Henri Konan Bédié. On a traité Ouattara ici. Mais le fait qu'il est allé parler de sa cause devant la communauté des Juifs, oui. Mais c'est une manière aussi de pouvoir accuser les Congolais. D'abord, c'est dangereux. Dangereux pour... C'est dangereux pour notre président. Oui. Le président était parti, notamment aux États-Unis, devant la communauté juive, pour dire qu'il a épousé la communauté, la cause juive. Il a été à Israël il n'y a pas longtemps, jusqu'au mur des lamentations. Maintenant, les gens à qui vous avez dit
j'appartiens, j'épouse votre cause, je suis avec vous. Vos collaborateurs prennent des initiatives contre quelqu'un qui a le sang juif. Il y a de la contradiction. Ensuite, les juifs, qu'on le dise, la réalité est que ce sont les juifs qui dirigent le monde. Les États-Unis, ce sont les juifs. L'Union européenne, ce sont les juifs. La France est toujours dirigée par les juifs. Les médias, c'est les juifs. La presse, c'est les juifs. La justice internationale, c'est les juifs. Et vous allez avoir des problèmes avec les juifs. Le maréchal Mobutu, lorsqu'il a coupé les relations avec Israël, il s'est tiré une balle dans la jambe et ses malheurs ont commencé à partir de ce moment-là. Et donc, celui qui ose avoir des problèmes avec les juifs, non seulement il est inconscient, il ne sait pas comment fonctionne le monde. Le président devrait même l'éloigner le plus loin possible de lui. Voilà, autre affaire. Le consortium des médias et plus 5 organisations non gouvernementales ont publié un rapport au Congo. Plusieurs personnalités ont été épinglées dans ces rapports, y compris même les conseillers du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça craint, M. Jean-Marie. Mais écoutez, je vous avais dit ici la fois passée, et c'était avec M. Ochokoum, que les gens, ce qu'on appelle les gens qui font pression sur les dirigeants africains, ils ont des méthodes de pression. Et parmi ces méthodes, il y a l'acharnement, notamment contre Joseph Kabila, pour X raisons. L'homme qui a organisé les élections sur fonds propres, l'homme qui a non seulement contracté le contrat le plus important avec les Chinois pour avoir des liquidités pour développer les Congos, l'homme qui a non seulement bouté dehors M23 soutenu par le pouvoir, les puissances de prédation, l'homme qui a fait l'alternance pacifique alors qu'on attendait qu'il y ait des morts à Kinshasa pour évacuer, etc. Alors qu'il était militaire. Militaire, il y avait de l'argent, les services, ça énerve. On n'aimerait pas voir deux nègres qui s'entendent, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, en paix, chez eux. C'est pour ça que Herman Cohen disait à Maryse Moura, nous allons tout faire pour que Kabila et Tshisekedi ne s'entendent pas. Je vous donne 1 an. Et le président Tshisekedi a tout fait pour maintenir le calme, idem pour Joseph Kabila, mais les deux ont été mal servis par leurs proches, qui étaient manipulés aussi, qui ont joué, et ma foi, FCC Cash, ça a capoté. Et ils ont continué à faire la même chose, parce que pour eux, il faut toujours déstabiliser la RDC. Cette affaire de Congo, Hold Up Congo, moi je sors d'une réunion, ce n'est pas un secret, avec les responsables de notre pays. Il y a un chantage maintenant contre l'IGF. L'IGF? Oui, par ces médias. Les responsables appellent M. Jules pour lui dire, mais pourquoi nous sommes dans une dynamique, pourquoi vous voulez nous contredire? Ils s'organisent aujourd'hui même. Et là, je prends les gens à témoin, ce qu'on appelle une conférence vidéo, où on va prendre Lumumba, qui n'est pas Lumumba d'ailleurs, c'est la fille, l'époux, enfin l'enfant d'une fille de la famille Lumumba, mais dont le papa est du Bandundu, d'après Lambert Mende, qui connaît la famille. Et même s'il il veut se prévaloir de la filiation Lumumba, il n'est pas du tout Lumumba, il est Lumumba par sa mère. Donc il ne peut pas être Lumumba. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais on va l'utiliser parce qu'on l'avait corrompu à l'époque, pris, l'envoyé là-bas pour avoir les papiers, etc., pour mieux torpiller Joseph Kabila. Et comme ils sont venus, ils ont chupé quelques documents. Ce n'était pas 3 500 000 documents, c'est faux. Ce n'est pas 19 médias, c'est faux. Et c'est tout simplement de la manipulation pour essayer de perturber les systèmes ici chez nous. Ils ont commencé avec Joseph Kabila, ils ont vu que ça ne fonctionne pas. Ce matin, ceux qui ont écouté Radio France Internationale, ils ont appris que Jean-Claude Kabongo, un des conseillers du chef de l'État, bientôt on va parler même des proches du président, ils sont dans l'affairisme Congo Hold Up, avec leurs sociétés, etc. J'avais dit que c'était de la manipulation. D'abord, on commence avec Joseph Kabila, puis on attaque Félix Tshisekedi pour lui faire chantage. Est-ce que ce n'est pas le changement du narratif de l'inspecteur général Gilles Alingueté? On l'a vu, il a changé, on l'a senti. C'est-à-dire qu'il a dit
qu'ils n'ont pas les mêmes visées. C'est-à-dire que les enquêtes de l'IGF et celles menées par ces consortiums n'ont pas les mêmes objectifs. M. Linguet fait du bon travail. Avec, bien évidemment, des faiblesses dues à notre système, parce que nous n'avons pas on n'est pas informatisé. On ne peut pas tracer à 100% ce qu'on a fait, etc. C'est un homme assez courageux qui essaie de faire du travail dans un environnement où des gens sont corrompus de tous bords et depuis très longtemps. Et donc, vouloir imprimer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption chez des gens qui avaient les mêmes méthodes de prédation au niveau national. Les Congolais volent que 5 à 10%. 90%, ce sont les étrangers qui volent. Regardez les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, depuis les Grecs, les Belges, tout ça. Ce sont les étrangers qui prennent la grosse part. Les Congolais prennent que des miettes, en fait, quelques commissions ou des 10%, 5%. Eh bien, Jules est en train de lutter un peu contre tout ça. D'abord, les gens pensaient qu'il était contre les gens de Kabila. Et quand il a commencé à s'attaquer aux gens de l'IDPS, aux gens du gouvernement de l'Union sacrée, aux leaders qui sont aujourd'hui en place, on a commencé à les diaboliser. Et en venant, RFI et les autres voulaient encore une fois manipuler les Africains pour qu'ils entrent dans leur paradigme, dans leur façon de voir les choses. Et comme lui, il a quand même un esprit d'indépendance, ça les a gênés. Ils l'ont appelé personnellement, et ça je confirme, parce que des sources sûres, moi-même j'ai échangé avec lui, ils l'ont appelé pour lui faire pression, pour qu'il change d'avis, pour qu'il dise que non, Joseph Kabila a bénéficié de l'argent, Joseph Kabila a pris. Il dit, mais il n'a pas, nous on n'a pas de... Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Pourquoi voulez-vous que je dise seulement ce que vous voulez que je dise? Et c'est pour ça qu'ils sont en train, si les gens vont suivre l'actualité, ils vont voir que on va même discréditer l'IGF. On va dire non, l'IGF n'est pas libre, etc. Ils lui ont même proposé, par la journaliste en question, d'aller à l'ambassade de France pour aller se cacher. Il dit, si vous êtes sous pression, si vous avez des problèmes, on vous conseille d'aller à l'ambassade. Alors, comment il va aller à l'ambassade? Il est dans son pays. Il fait le travail de moralisation. Pourquoi il va aller à l'ambassade? Pour laisser son travail, laisser ce que le président Tshisekedi lui a donné comme travail? Ce n'est pas bien. Moi, je pense que c'est un monsieur qu'il faut qu'on puisse à la fois protéger, il faut qu'on puisse encourager ce genre de démarches, mais qu'on puisse dénoncer. Nous avons aussi les médias. C'est ça aussi. Et ces médias sont suivis. Ces 19 médias, aucun média congolais. Aucun média non seulement il n'y a pas de médias congolais, il n'y en a même pas 19. Il n'y a pas 19? C'est faux. Il n'y a pas 19. Ah bon? Il y a 2 ou 3 individus qui travaillent pour cette cause-là. On a recruté un bonhomme ici qu'on a même interviewé à l'hôtel Royal Kinshasa pour fabriquer un peu tout ceci. On n'a même pas autant de documents qu'on le dit. C'est faux. À titre d'exemple, si vous avez 3 500 000 documents, ça peut remplir tous ces studios, les papiers. Ils ont dit qu'ils ont ça sous forme, pas en dur, hein,